Bonjour à tous. Donc, je suis Teguen Gadet, je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal, au département des sciences de l'activité physique, et ça me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour ce quatrième webinaire qui porte sur les thématiques reliées à la pédagogie extérieure, principalement pour l'enseignement au collégial et universitaire, mais pas seulement. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Charlotte Hubner, qui avait déjà fait un webinaire à l'automne 2023. Vous avez la chance de pouvoir retrouver tous ces webinaires sur une chaîne YouTube qui s'appelle ProfTech. Vous avez accès à toutes ces rediffusions. Donc, je vous invite à vous, je le mettrai dans le chat, le lien. Juste un petit mot avant de céder la parole à Charlotte, qui va vous parler aujourd'hui des approches pédagogiques. C'est simplement pour vous dire que ce webinaire a été rendu possible et réalisé en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et de la Santé et des Services sociaux, ainsi que la chaire UNESCO en sport pour le développement, la paix et puis l'environnement, et puis l'UQAM. Voilà. Donc, merci à Oli, qui est aussi une des membres de l'équipe de ces webinaires. Et puis, sans plus tarder, Charlotte, je te cède la parole. OK. Un instant. Juste partager mon écran. OK, donc bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui durant votre heure de midi. Donc, durant la prochaine durée de temps, on va aller se pencher sur le sujet de l'interdisciplinarité et la pédagogie extérieure. Donc, juste quelques informations avant de débuter. Donc, la présentation, comme Teguen l'expliquait, va être enregistrée. Donc, si vous souhaitez exprimer durant la présentation, n'hésitez vraiment pas. C'est juste à savoir que seule la période de questions à la fin va pas être enregistrée. Donc, ça, c'est juste une brève introduction à notre sujet. Donc, un peu comme Teguen mentionnait, on est une équipe de chercheuses qui font partie du projet de webinaire. Donc, Holly, Laurence, Joanie, ainsi que moi-même, enseignante au milieu collégial, ainsi que on fait de la recherche dans différentes sphères liées à la pédagogie extérieure. Donc, plus tard, à la fin de ma présentation, je vous ferai un petit précurseur de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, mais juste à tenir compte qu'on est une équipe qui travaille là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment une brève présentation des différents sujets qu'on va aborder. Mais en gros, j'ai deux objectifs principaux dans ma présentation. Donc, premièrement, des exemples concrets de projets interdisciplinaires en plein air qui ont été faits au Québec dans différents milieux. Puis deuxièmement, j'aimerais ça vous présenter des outils pratiques pour appliquer l'interdisciplinarité dans un contexte de pédagogie extérieure, puis plus spécifiquement dans un contexte de pédagogie extérieure au niveau post-secondaire. Donc, en premier, j'ai quelques définitions. Donc, l'interdisciplinarité, c'est quoi exactement? Selon l'Office de la langue française, c'est l'interaction existant entre deux ou plusieurs disciplines qui peut aller de la simple communication des idées jusqu'à l'intégration mutuelle des concepts directeurs de l'épistémologie, de la terminologie, de la méthodologie, des procédés, des données et de l'orientation de la recherche et de l'enseignement s'y rapportant. Donc ça, c'est la définition de l'interdisciplinarité dans un sens large. Maintenant, on va s'attarder à la définition de l'interdisciplinarité en milieu éducatif. Donc, selon une recherche par Fournel, c'est la capacité d'intégrer en un tout une variété de perspectives et de connaissances provenant de deux ou plusieurs disciplines afin de générer une nouvelle représentation permettant de résoudre un problème ou d'expliquer un phénomène complexe. Donc, ici, on retrouve différentes idées. Donc, premièrement, que c'est pas juste une discipline, mais plusieurs disciplines qui s'allient ensemble pour résoudre un problème et pour arriver à un but pédagogique différent. Avant de poursuivre, je vais juste situer l'interdisciplinarité dans ce modèle conceptuel. Peut-être que vous le connaissez, peut-être pas. Donc, le modèle de, par, pour, en plein air. Donc, premièrement, des activités en plein air, c'est des activités qui se réalisent en contexte de plein air.
Par exemple, on peut penser à un cours de sciences ou de biologie plus spécifiquement qui se donne en contexte de plein air. Des activités de plein air, c'est des activités reliées à la logique interne et directement au plein air ou à une pratique en milieu naturel. Donc, ici, on peut penser plus à des activités où on essaye d'acquérir une compétence technique en plein air, par exemple une compétence en escalade, en navigation de rivière, en ski de fond, etc. Des activités par le plein air, c'est des activités qui visent à utiliser le plein air ou la nature comme un agent actif pour les effets qu'elles vont produire sur l'individu. Donc, un exemple de ceci, ça serait par exemple observer des déplacements de fourmis dans une fourmilière, etc. Puis finalement, des activités pour le plein air, c'est des activités qui, leur objectif ont pour développer chez les étudiants un désir de comprendre et de protéger l'environnement. Donc, par exemple, on peut penser à une activité pour nettoyer les berges d'une rivière avec une classe. Lorsqu'on parle d'interdisciplinarité, on se retrouve surtout dans le en, le par et le pour le plein air, donc plus des activités connexes au plein air, bien qu'on peut aussi se retrouver dans une logique d'activité de plein air. À travers ma présentation, vous allez un petit peu comprendre ce que je veux dire par ceci. Premièrement, en termes d'un exemple concret d'un projet interdisciplinaire, on peut parler de la classe extérieure. Donc, les classes extérieures ont surtout fait la rentrée en 2020, favorisées par le contexte des mesures sanitaires liées à la pandémie. Puis, il y a différents types de classes ouvertes. Donc, premièrement, il y a des classes aménagées à ciel ouvert. Donc, en bas de l'écran, vous pouvez voir une classe aménagée à ciel ouvert à l'Université de Sherbrooke. Il y a aussi des classes extérieures qui sont non aménagées à ciel ouvert. Donc, ça serait juste d'amener sa classe dans la forêt, dans un champ, etc. Donc, il n'y a pas vraiment d'infrastructure. Puis, finalement, des classes sous préau ou sous chapiteau, ça, c'est des classes qui sont vraiment très aménagées. Il y a beaucoup d'avantages de classes extérieures. Donc, premièrement, des études démontrent que les activités et les cours en plein air ou les classes extérieures favorisent le développement des compétences académiques, de la pensée créative et critique, encouragent le travail d'équipe, la communication interpersonnelle aussi. Puis aussi, selon des études, on voit que les classes extérieures permettent à la population étudiante d'être plus active et ont un effet positif sur la compréhension et la rétention d'apprentissage. Il y a aussi plusieurs bénéfices de la classe extérieure sur la santé mentale qui ont été démontrés. Par exemple, une étude démontre que 10 minutes dans un cadre naturel amènerait les étudiants à se sentir plus heureux et à réduire les effets du stress physique et mental. On a vu les avantages de la classe extérieure. Maintenant, on va un petit peu voir différentes étapes ou choses à prendre en considération si on veut mettre en œuvre des classes extérieures. Donc, premièrement, il faut s'accorder une période d'adaptation, donc de ne pas passer au lendemain de l'intérieur à l'extérieur parce que ça fait beaucoup de transitions puis beaucoup de facteurs à prendre en compte. Donc, pour transitionner vers la classe extérieure ou pour intégrer la classe extérieure dans son enseignement, il faut vraiment bien planifier. Donc, pour bien planifier, il faut faire du repérage, donc voir la capacité du lieu, quel type de supports visuels pourront être utilisés, comment on peut intégrer nos supports visuels plus technologiques dans notre enseignement, le matériel qu'on aura besoin, etc. Aussi, préparer le groupe parce que d'avoir une classe extérieure, le groupe ou la classe elle doit être préparée au terme de son matériel, mais aussi une préparation plus mentale parce que c'est différent de passer à un cadre extérieur pour apprendre. Aussi, tenir compte des besoins des étudiants en situation de handicap. Donc, comment est-ce que le lieu ou la classe extérieure peut accueillir ces étudiants? Puis finalement, prévoir une alternative, par exemple, en cas de pluie diluvienne, est-ce qu'on va installer des bâches? Est-ce que la classe extérieure ne va pas se dérouler, puis ça va se dérouler à l'intérieur, etc. Donc, un exemple d'une classe extérieure, c'est le projet PASS. Donc, celle-ci s'est déroulée dans une école dans l'arrondissement de Saint-Laurent, donc l'école Laurentide. Puis dans le fond, un mardi sur deux, les élèves vivent leur journée de classe, donc leur matière habituelle en plein air au parc du Bois de Liesse.
Donc, ils font vraiment les mêmes apprentissages qu'ils feraient dans une salle de classe. Donc, le français, le maths, les sciences, etc. On peut voir une photo en bas de cette classe extérieure. Puis, tel que le souligne Yannick Lacoste, qui est un des professeurs qui a parti ce projet, l'idée, c'est de changer le décor et d'utiliser l'environnement pour apprendre. Par exemple, on fait des courses d'orientation pour intégrer des notions mathématiques. Donc, l'idée, c'est que les étudiants soient plus actifs à travers leurs cours aussi. Un autre exemple d'une classe extérieure, c'est une école à Saint-Hubert. Puis à cette école, les cours de sciences sont donnés en contexte de plein air. Donc, ils vont aller au parc du Mont-Saint-Bruno, puis ils vont étudier les vertébrés dans les ruisseaux. Donc, ils vont utiliser le milieu naturel pour apprendre des concepts scientifiques. Au niveau collégial, il y a un bel exemple au Collège Maisonneuve. Donc, c'est un projet plein air sciences, lettres et arts. Puis dans le fond, ce projet, c'est un cours d'éducation physique de l'ensemble 2 et 3. Et durant ce cours d'éducation physique, les étudiants du programme Sciences, Lettres et Arts, ils partent une semaine au complet au parc du Mont-Tremblant. Puis, durant cette semaine, il va y avoir plusieurs disciplines qui vont être intégrées. Donc, les sciences, le théâtre, l'art, la philosophie. Euh, Puis, par exemple, en bas, on voit un cours de sciences qui est donné en canot, donc un cours de biologie ordinaire qui serait donné en classe, qui est juste transposé sur un canot. Les déplacements pour se rendre aux différents cours sont faits en milieu actif, donc canot, vélo, randonnée. Par exemple, pour le cours de philosophie, celui-ci se déroule en haut d'une montagne, puis les étudiants vont se rendre au cours en randonnée pédestre, puis ensuite ils vont avoir leur cours de philosophie en plein air. Puis dans le fond, ce projet a été parti par Emmanuel Lube, qui est un enseignant en éducation physique au Collège Maisonneuve. Puis la raison première pourquoi il a parti ce projet, oui, c'était euh, pour intégrer différentes disciplines, puis pour donner une expérience aux étudiants, mais plus au niveau des enseignants, c'était une façon pour lui de connaître certains de ses collègues. Parce que quand on travaille dans un milieu post-secondaire, souvent c'est des très grosses institutions, puis finalement, on finit surtout par connaître du monde de notre département. Donc, quand on fait un projet interdisciplinaire de cette envergure, on peut apprendre à connaître nos collègues de différents milieux aussi. Par ailleurs, un défi ou un projet de cette envergure interdisciplinaire, donc un projet qui combine non seulement 2 cours d'éducation physique, mais aussi des cours à travers d'autres disciplines, il y a quand même des défis associés à ce type de projet. Par exemple, il y a la coordination et la gestion des enseignants. Donc, la coordination, la gestion de l'horaire des enseignants qui enseignent durant des heures plus habituelles. Ils enseignent au collège, donc il faut qu'ils se rendent au parc du Mont-Tremblant. La durée du séjour, donc c'est génial pour les étudiants. Ils ont une semaine, c'est une expérience immersive pour les étudiants. Mais par ailleurs, une semaine, ça peut être assez long pour des étudiants qui ont qui travaillent à temps partiel ou qui ont d'autres obligations. Aussi, une difficulté de ce type de projet, c'est la pérennité du projet, s'assurer que le projet perdure, donc qu'il est transmis d'enseignant en enseignant, puis qu'il ne disparaisse pas après une couple d'années. Donc, ici, j'ai un autre exemple d'un projet interdisciplinaire. Donc, celui-ci, c'est un projet interdisciplinaire où, en fait, c'est un projet d'apprentissage en plein air pour des étudiants en technique d'éducation spécialisée au Cégep de Granby. Puis, ils partent un séjour au parc de la Yamaska. Donc, j'ai juste un petit vidéo à présenter à ce sujet. Si jamais vous entendez pas l'audio du vidéo, laissez-moi savoir. Est-ce que vous entendez? On voit pas la vidéo, Charlotte. Oh, OK. Je vais partager. On n'entend pas non plus. OK. Vous me direz si vous Là, entendez. on le voit. OK. Vous entendez? Non. Non. OK. Je vais essayer de voir si je peux partager le son. Puis sinon, je mettrai la vidéo en commentaire. Pour, bon, c'est pas grave. Je vous mettrai le lien en commentaire parce que je ne sais pas comment partager le son. OK. Donc, dans le fond, c'est une vidéo qui démontre juste un projet
de techniques d'éducation spécialisée, un séjour au parc de la Yamaska, puis on voit un petit peu dans la vidéo les différents bénéfices que les étudiants ont à travers ce type d'expérience. Donc, je vous mettrai la vidéo dans le chat du Zoom, puis vous irez voir tantôt si ça vous tente. OK. Un autre exemple d'un projet interdisciplinaire au niveau collégial, c'est le cours de Living on the Land, Traditional Indigenous Outdoor Activities. Puis, dans le fond, ce cours est offert au Cégep Dawson par Cindy Straczynski. Puis, dans le fond, c'est un cours qui se donne dans des communautés autochtones avec des communautés autochtones. Puis, l'objectif de ce cours, c'est de faire avec les communautés autochtones différentes activités traditionnelles des communautés. Puis ici, dans les photos, on voit différentes photos qui ont été prises à la réserve Manawan où se déroule le cours. On va prendre maintenant le temps de regarder différentes œuvres. Je vais passer lentement. Donc, les œuvres qu'on vient de voir, c'est des œuvres par un artiste nommé Andy Goldsworthy. Puis, dans le fond, ces œuvres, c'est des œuvres de land art. Puis, les œuvres de land art sont des œuvres qui sont faites avec les matériaux présents à l'extérieur et c'est des œuvres éphémères. Donc, l'objectif de ces œuvres, c'est pas qu'ils durent une éternité, mais c'est de créer quelque chose avec le matériel à notre disposition. Puis, il y a plusieurs avantages d'inclure du land art à travers la pédagogie extérieure ou à travers différentes disciplines. Donc, selon des études, on voit que intégrer le land art à travers notre enseignement à l'extérieur, ça peut encourager l'apprentissage actif, encourager l'apprentissage dynamique, expérientiel et la collaboration entre les étudiants. Aussi, le land art encourage la créativité. Et selon des études, on voit que le land art s'intègre bien à l'apprentissage de d'autres matières, par exemple de la géologie et de la géographie. Ici, en bas à droite, on voit une œuvre par Robert Smithson. Donc, le land art, c'est un autre bel exemple d'un projet interdisciplinaire qui se retrouve en contexte de pédagogie extérieure. On va prendre le temps de regarder d'autres œuvres maintenant. Donc ici, à votre gauche, on voit un kayak de rivière. Puis dans le fond, ce kayak de rivière, il est tombé après une chute. Puis l'œuvre que vous voyez à gauche, ça représente les funérailles de ce kayak de mer. Donc l'objectif de l'artiste que je vais vous présenter sous peu, c'est de démontrer que souvent, on est très rattaché à notre équipement de plein air. Puis à la base, l'objectif de l'artiste, elle voulait reprendre des matériaux usagés pour les transformer complètement, mais le propriétaire du kayak de mer, il voulait pas nécessairement qu'il soit retransformé parce qu'on s'attache à notre matériel, à notre équipement. Donc, c'est ça qui représente l'œuvre à gauche, c'est les funérailles d'un kayak de mer, donc les funérailles d'un équipement de plein air. On va juste prendre le temps de regarder l'œuvre suivante. Donc, ici, on voit une œuvre qui représente une montagne. C'est une montagne sous différentes formes. Donc, la montagne qu'on voit, selon l'artiste, ça représente une montagne qu'on gravit. Donc, quand on fait du plein air, souvent, on essaye de gravir une montagne. Mais il y a aussi une signification écologique derrière cette œuvre. Donc, c'est une montagne de plastique ou une montagne de gear aussi. Donc, ces œuvres que je viens de vous présenter, c'est des œuvres d'une artiste nommée Chloé Larivière. Puis dans le fond, Chloé, c'est une guide diplômée du baccalauréat en intervention plein air qui poursuit maintenant un baccalauréat en art à l'Université Bishops. Puis l'objectif du projet artistique que je viens de vous présenter, c'était de se tourner vers des matériaux usagés, principalement de l'équipement de plein air. Donc, souvent, on a besoin de notre équipement de plein air pour faire nos activités, mais il y a aussi une empreinte écologique liée à cet équipement. Donc, ces œuvres tentent d'allier l'art avec l'écologie. Donc, elles transforment ces sculptures en installations qui deviennent témoins d'aventures, des liens humains, de résilience et de vulnérabilité
un peu comme on a vu dans l'œuvre du kayak de mer. Ça représentait aussi l'expérience, pas de kayak de mer, de kayak de rivière. Puis dans l'image que vous voyez ici, on voit le vidéo du kayak de rivière avant sa chute, donc avant le décès du kayak de rivière. Donc, en redonnant le rôle dans sa pratique, elle tente de réparer symboliquement le lien avec la nature, puis elle cherche à honorer des matériaux faits de plastique, donc à honorer des matériaux que lorsqu'on peut plus les utiliser pour des fins de sécurité en plein air, peut-être qu'on peut les utiliser aussi plus dans un lieu ou un milieu artistique. Puis ces œuvres tentent d'allier aussi la participation et la collaboration et d'aider au développement de la pensée critique. Donc, ici, on voit d'autres œuvres de Chloé. Dans le fond, c'est des aquarelles qu'elle a réalisées durant une expédition. Puis, dans le fond, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que l'aquarelle, c'est vraiment un médium accessible durant des expéditions de plein air. Donc, premièrement, l'aquarelle, c'est un médium qui se transporte très bien. Donc, ici, on voit différents participants de l'expédition avec leurs œuvres d'aquarelle. L'aquarelle, c'est facile, c'est rapide à utiliser comparativement à d'autres médiums artistiques. Ça permet de capturer des moments et des paysages. Donc, c'est très intuitif, l'aquarelle, surtout qu'en plein air, on a différentes couleurs, des paysages. Donc, ça s'allie bien avec le plein air. Puis, Chloé m'a aussi partagé du fait qu'en hiver, c'est beaucoup moins pratique l'aquarelle. Donc, elle conseillait plus des crayons de bois pour une expédition d'hiver. Ce qui m'amène à vous parler un petit peu d'écriture créative et de plein air. Donc, un exemple classique, ça serait John Muir qui a écrit sur des paysages grandioses. Mais maintenant, on voit vraiment qu'il y a différents avantages de tenir un journal d'expédition ou un journal durant une expédition de plein air. Donc, on voit dans des études que le fait de tenir un journal d'expédition, ça peut encourager la connexion avec la nature, aider l'élève à faire des liens avec des enjeux plus larges, par exemple des enjeux politiques, économiques, écologiques, d'encourager la participation et la collaboration. Donc, d'encourager la participation chez des élèves qui ont plus de différents intérêts aussi, aider au développement de la pensée critique, puis encourager l'action sociale. Puis on voit aussi, surtout que le fait de tenir un journal durant une expédition, ça encourage l'action sociale, surtout au niveau environnemental. Donc, tantôt, je vous ai présenté des aquarelles. Là, je vous ai parlé un petit peu d'écriture créative et de journal d'expédition. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de comment on peut allier les deux ensemble. Donc, il y a la possibilité de faire un journal d'expédition plus créatif, donc d'intégrer des aquarelles, mais aussi d'intégrer des photos, comme on voit un petit peu en bas à gauche. Ça, c'est un autre exemple de journal d'expédition que Chloé Larivière a réalisé. Donc, on voit des photos qu'elle a prises durant l'expédition. Donc, il n'y a pas juste une façon de tenir un journal d'expédition. Ça n'a pas seulement besoin d'être des mots, mais on peut intégrer des photos, des vidéos, de l'aquarelle, des dessins, etc. Je vais vous donner une autre ressource pratique si jamais vous désirez intégrer de l'art dans différents cours à l'extérieur. Donc, Art Public propose des parcours de marche pour aller voir des murales à travers la ville de Montréal. Puis, à travers ces parcours, il y a des informations historiques et culturelles qui sont incluses. Et puis aussi, il y a des balados. Donc, là, si je vais sur le site web, vous me direz si jamais vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez bien? Oui. OK. Donc, ici, c'est le site web de Art Public. Donc, on peut voir qu'il y a différents parcours à Montréal. Donc, par exemple, si je désire faire un parcours au Mont-Royal, je peux cliquer ici, puis on peut voir le parcours. Puis ensuite, à chaque œuvre, il y a une petite description. Souvent, on va parler un petit peu de l'artiste, une description. Puis, il y a façon aussi pour les étudiants de faire un rallye pour se promener d'œuvre en œuvre. Puis vraiment, il y a des parcours disponibles à travers la ville de Montréal au complet. Je vais juste retourner ici. Au niveau d'une autre ressource pratique en lien avec l'écriture créative, c'est une activité proposée par la Fondation Monique Fitzpatrick. Donc, si jamais vous voulez aller voir, il y a le lien. Donc, dans cette activité proposée par la Fondation, les élèves sont dispersés dans la forêt à 5 mètres de distance. Ils ont 30 minutes pour écouter des sons, analyser ce qu'ils ressentent, l'air frais, l'air chaud, l'air humide,
puis enregistrer un petit peu ce qu'ils ressentent à travers les 5 sens. Puis au fur et à mesure, l'élève enregistre ses informations dans son journal. Puis ensuite, il y a un moment de partage par la suite. Donc, si jamais vous voulez aller voir l'activité plus en détail, j'ai mis le lien ici. Si jamais vous désirez aller plus loin, il y a des programmes de formation de deuxième cycle, donc le programme court de deuxième cycle en intervention en contexte de plein air, donc qui se déroule à l'UQAM. Puis l'objectif de ce programme, c'est de former des gens qui sauront mener des projets d'intervention en contexte de plein air dans différents milieux. Donc, il y a des étudiants qui viennent de différentes sphères, donc des psychoéducateurs, des infirmiers, des intervenants en centre jeunesse. Puis l'idée, c'est de les outiller pour qu'ils puissent intégrer des projets de plein air à leur pratique. L'interdisciplinarité offre une multitude de possibilités. Donc, aujourd'hui, je vous ai juste présenté une sélection de différents exemples de projets interdisciplinaires. Je me suis surtout concentrée sur des projets plus de nature artistique, mais il faut tenir compte qu'il y a vraiment une panoplie ou une variété d'activités de projets interdisciplinaires. Donc, je vous ai juste présenté vraiment le sommet du iceberg. Puis, à travers mes recherches, en parlant aux enseignants ou en parlant à différentes personnes, ce que j'ai compris, c'est que souvent des projets interdisciplinaires sont partis de l'initiative d'un ou une enseignante, puis ensuite le projet s'est développé à partir de cette initiative. Ici, on voit juste ma bibliographie, si jamais vous voulez aller voir les études que j'ai mentionnées plus en profondeur. Puis juste pour vous faire un petit peu l'annonce des différents webinaires à venir, donc le 26 février, il y a Holly qui présente un webinaire sur des approches pédagogiques et la pédagogie extérieure. Ensuite, le 27 mars, il y a Laurence qui présente un webinaire sur la santé physique et la pédagogie extérieure. Puis finalement, Joanie présente un webinaire sur la gestion des risques et la pédagogie extérieure. Donc, pour vous inscrire, c'est de la même façon que vous êtes inscrit pour ce webinaire-ci. Puis, merci d'avoir été présent à l'heure du midi. J'espère qu'on va vous revoir au prochain webinaire. Merci à tous. Bon après-midi. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.